Et il y a une forme de la mobilité qui modifie notre rapport avec l'espace et qui effectivement a des effets secondaires sur nos rapports avec la temporalité et surtout la mémoire. Pour aller un peu rapidement, mais on peut en discuter après si on a le temps, je dirais que le numérique, tout d'abord il faut distinguer pour moi entre informatique et numérique. Je vais reprendre une formule qui est peut-être utile, c'est-à-dire il faut se rappeler que l'informatique avait commencé comme une branche des mathématiques. Elle s'est autonomisée relativement rapidement, et chose assez curieuse et relativement rare, elle est devenue une industrie. À l'époque, il n'y avait que la chimie, parmi les grandes sciences pures et dures, qui était devenue une industrie. Aujourd'hui, on peut parler de la biologie, qui a une dimension relativement industrielle. Mais à l'exception de la chimie et de la biologie, disons en gros, l'informatique est devenue culture. Et ça, on n'a aucune science qui est devenue culture. Et pour moi, la différence, la distinction entre informatique et numérique, c'est ce passage vers à la fois des formes de sociabilité et surtout des matrices culturelles qui sont intégrales et inhérentes à ce que c'est le numérique dans ses pratiques et ses usages. Alors, pour revenir avant que je me perde dans le fil de ma pensée, je dirais que la culture numérique a commencé comme une culture de la chaise, une culture assise. On se rappelle tous des grosses machines, des câbles, des disques durs, des écrans, et on était obligé d'être assis pour pouvoir les utiliser. Et au fur et à mesure, elle est devenue une culture de la mobilité. Et c'est dans cette évolution, cette mutation, qu'il y a quelque chose de tout à fait remarquable qui est en train de se mettre en place. Pour essayer de donner un contexte peut-être ethnologique à cette évolution, je vous rappelle le très beau texte de Marcel Mauss, Les techniques du corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, quand il était malade un jour, ça arrive souvent à des intellectuels français, ils arrivent à New York, ils sont malades, je ne sais pas pourquoi. André Breton, c'était pareil, Claude Lévi-Strauss, puis après Marcel Mauss. C'est assez intéressant, mais ça pour un autre jour, essayer de voir les rapports franco-américains avec la ville de New York. Mais en tout cas, il était dans son lit d'hôpital, et il observait les infirmières dans cet hôpital, dans les couloirs. Et il dit, tiens, je reconnais la manière dont elles marchent. Puis après, il dit, mais comment se fait-il, je suis là depuis 2 semaines ou 3 semaines, je ne me rappelle plus exactement, comment se fait-il que je reconnais la manière dont elle marche? Puis après, il dit, oui, parce qu'elle marche comme les Parisiennes. Puis il dit, non, c'est pas normal, j'en ai été ni en France ni à Paris, c'est les Parisiennes qui marchent comme les Américaines. Alors pour essayer d'expliquer ça, il fait un premier saut tout à fait intéressant. Il dit, c'est grâce aux films américains que la manière de marcher des Parisiennes ont été modifiées. Du coup, la technique modifie le statut et la position du corps dans une civilisation. Et de là, il fait un saut beaucoup plus important. Il dit alors, pour essayer de comprendre quels sont les rapports qui peuvent exister entre le statut du corps dans une civilisation et ce que cette civilisation est capable de produire, il faut comparer 2 civilisations, une avec la chaise, une sans la chaise. Alors évidemment, pour lui, le cas c'est simple, la Chine c'est la civilisation de la chaise, l'Inde c'est la civilisation sans la chaise. Et on voit tout de suite que l'objet culturel qui est produit est marqué d'une manière tout à fait puissante par le statut et la position du corps. Il me semble que dans notre culture occidentale, on est en train de vivre cette hybridation. Et du coup, les objets culturels, qu'ils soient hérités ou qu'on est en train de produire, sont différents et tout autres à cause de cette mobilité croissante et tout ce qu'elle implique. C'est pour moi une des premières dimensions de cet humanisme numérique dans notre rapport avec l'espace. On a tellement insisté sur le lien de la temporalité, sur la vitesse, la rapidité, ce qui peut être vrai, moi je ne le conteste pas nécessairement, mais il me semble qu'il faut néanmoins prendre en compte cette dimension spatiale qui est tout à fait essentielle. On ne cesse de passer entre des espaces différents, que ce soit le privé, le professionnel, que ce soit le vécu, le virtuel. On a tout ce vocabulaire qui est aujourd'hui mis en cause et qui circule de manière inédite. C'est un premier élément. Un second élément, il me semble que c'est dans la modification et la mutation de la notion même de document. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette question, Salon, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse le plus, je l'ai fait depuis un certain temps, c'est que c'est l'individu dans son incarnation numérique qui devient le document vivant. Et c'est l'un des moments, des éléments les plus, distinctifs de cet humanisme numérique. Il devient tout d'abord par une forme de l'identité numérique qui se déploie par des formes de traçabilité, par des formes de coprésence et des formes d'incarnation, mais néanmoins aussi qui modifie notre rapport avec nous-mêmes surtout, à travers les interfaces de la technique.
Troisième élément de cet humanisme numérique, c'est qu'il y a quand même des risques et des dangers auxquels il faut, comment dire, résister, ou en tout cas essayer de contester certaines de leurs conséquences. Peut-être le plus évident, c'est ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'un paradigme dont la valorisation dépend exclusivement de la mesurabilité. On est quand même, et c'est l'un des éléments de l'informatique, tout est mesurable. Et du coup, il y a tendance à essayer d'évaluer, d'interpréter, et surtout de valoriser en termes de mesurabilité. Le problème qui se pose effectivement, que cette mesurabilité est souvent quantitative, et on n'a pas encore trouvé de repères qualitatifs qui vont nous permettre de mettre dans un autre contexte certaines de ces mesures qui nous sont tellement accessibles, qui sont fascinantes, qui sont facilement même séduisants. Et à mon sens, il faut quand même essayer de retenir. Ce n'est pas un discours idéaliste, parce qu'il existe quand même des confusions tout à fait importantes qui se mettent en place avec cette mesurabilité. Par exemple, la traçabilité. On sait très bien, on le dit assez souvent, ce qui est tout à fait la vérité, on ne peut qu'être tracé quand on est en ligne. C'est une des caractéristiques de l'environnement numérique. Par contre, il existe une confusion importante entre être tracé, la trace, et l'intention ou l'intentionnalité. Dans les lectures de la mesurabilité aujourd'hui, on suppose qu'il existe une intention, ou souvent il n'y en a pas. Il suffit de regarder les analyses qu'on fait du graphe social, ou tout ce qui suit dans toutes ces problématiques, pour voir les confusions méthodologiques qui peuvent se mettre en place. Effectivement, ça pose énormément de difficultés, et c'est quelque chose auquel il faut essayer de donner quelques éléments de réponse ou bien de méthode. Ce que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu le développer autant que j'aurais bien aimé, c'est de prendre, puisqu'on a parlé du flou, j'avais eu recours, moi, à la rugosité de Mandelbrot. Parce que quand on regarde Mandelbrot, et surtout la rugosité, ce qu'on trouve, ce qui pour moi était tout à fait passionnant et fascinant, chaque fois qu'on essaie de mesurer quelque chose, la mesure est modifiée et différente. Pourquoi ? Parce que le contexte change, et pas seulement le contexte, l'objet lui-même est en quelque sorte modifié par la manière et le moment où on essaie de le mesurer. Et du coup, il y a une dynamique qui se met en place qui dépasse les notions ou les conceptions de la précision dans des domaines qui sont de l'ordre scientifique dans le sens le plus naïf peut-être du terme, mais qui permettent de réintroduire le pouvoir ou en tout cas l'intelligence du contexte.